Madame la préfète, Monsieur le Président, colonel Arguin de Guéry, Madame le maire, Messieurs les maires et chers collègues, la Gironde a expérimenté ce que nous prenions l'habitude de voir ailleurs, en Australie, en Californie, en Grèce, des incendies qui sont devenus des monstres de flammes et de désolation, à la faveur notamment du dérèglement climatique et des incendies qui nous ont donné à vivre un air d'apocalypse, comme nous l'ont rappelé les images d'aujourd'hui. Avant d'en revenir à ces terriblement incendies de juillet, je voudrais vous inviter à regarder un petit peu de temps en arrière sur ce qui s'est passé en Gironde ces derniers mois et qui montre à quel point le dérèglement climatique frappe durement la Gironde. Cette année, il a fait jusqu'à moins 7 degrés en Gironde en avril. Et dans les décennies à venir, le risque de gel tardif augmentera de 40%. Le 20 juin 2022, vous vous en souvenez, chers collègues, nous en avions discuté, 10 000 hectares de surface agricole ont été touchés par un épisode de grêle d'une extrême violence. Et plusieurs milliers de maisons ont été rendues inhabitables. Et dans les décennies à venir, la fréquence des épisodes de grêle augmentera de 30%, leur intensité de 10 à 15%. L'été 2022 a battu des records, 33 jours de canicule, une moyenne des températures de 2,3 degrés au-dessus des normales par rapport aux 30 dernières années. Et les experts nous disent qu'à la fin du siècle, les vagues de chaleur pourraient être non seulement bien plus fréquentes qu'aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus sévères, plus longues, et qu'elles pourraient se produire de mai à octobre. Le mois de juillet 2022 a été le mois le plus sec jamais enregistré depuis 1960, avec seulement un jour de pluie qui a apporté 5 petits millimètres d'eau en Gironde, soit un déficit de 90%. Et nous avons vécu la pire sécheresse des sols qu'ait connue l'Europe depuis au moins 1950. Dans les décennies à venir, une sécheresse équivalente à celle de cet été aurait entre 15 et 30 fois plus de chances de se produire comparé à aujourd'hui. Et puis, il y a eu ce mardi 12 juillet, ces 2 départs de feu à Landiras et à la Thèse de Buch. Et il y a eu ce lundi 12 septembre et ce nouveau départ de feu à Somos. Et tous ces autres incendies dont nous avons moins parlé parce qu'ils ont été heureusement maîtrisés plus rapidement. Des départs de feu accidentels, criminels et d'origine humaine. Ces incendies monstrueux ont montré une fois de plus le courage, la détermination et l'endurance des pompiers qui ont eu les affronter. Ils ont montré le sang-froid de commandement dans les décisions prises pour y faire face. Et je tiens à vous apporter notre reconnaissance, colonel, à vous et à tous vos collègues, au nom plus particulièrement de notre groupe d'élus écologistes. Et je voudrais aussi vous remercier, Madame le maire et Messieurs les maires, des témoignages très émouvants que vous nous avez apportés tout à l'heure. Ces incendies, ils ont montré les lacunes que les pompiers ont dû pallier, le manque de moyens financiers humains, du matériel inadapté, la nécessité de devoir approcher les moyens des lieux de risque. Et nous soutenons toutes les demandes de notre président, que vous avez rappelé d'ailleurs, Président, et qui concernent la protection civile. Ils ont aussi montré cette grande vague de générosité et de solidarité qui a su être à la hauteur du défi. Vous les avez déjà évoqués, tant de personnes, habitants, élus, agriculteurs, chasseurs qui sont portés au soutien de nos pompiers et des victimes. Et je pense aussi à la mobilisation vraiment exceptionnelle qui a été organisée par le département au domaine départemental d'Ostens. Nous n'avons à déplorer aucune perte humaine grâce à la stratégie de priorisation adoptée. Les incendies ont brûlé quelques maisons, des commerces, des campings, mais ils ont aussi défiguré nos forêts, nos paysages. Vous l'avez rappelé, Madame le maire, en atteignant des écosystèmes, des animaux, leur habitat. Et ces pertes-là ne peuvent pas être indemnisées. Donc, néanmoins, nous allons toutes et tous gagner à les rendre visibles par un travail de comptage et de comparaison avant-après que pourraient effectuer des naturalistes. En résumé, ces incendies ont traumatisé un grand nombre d'entre nous et ils resteront certainement à jamais dans nos mémoires. Alors nous allons en tirer les leçons collectivement, toutes les parties prenantes, lors des États généraux de la forêt des Landes et Gascogne.
Je voudrais juste insister sur quelques points. Il y sera certainement évoqué, bien sûr, la nécessité de maîtriser, voire de restreindre l'urbanisation aux apports des forêts et d'étendre les zones de protection pour que les efforts des pompiers puissent se concentrer sur les incendies et non sur les maisons à protéger. Et puis, je voudrais insister sur le développement de pratiques sylvicoles durables et aussi sur la nécessité d'assurer l'intégrité écologique des milieux, encourager la sylviculture à couvert continu, interdire les coupes rases, mieux préserver les fonctions de stockage de carbone et également de la biodiversité qu'exerce notre forêt. Et je me permets de souligner que cet après-midi, en commission permanente, nous allons justement adopter un partenariat d'innovation et de coopération avec l'ADEME et le CRPF. Et c'est justement pour développer une stratégie territoriale autour de la filière forêt-bois avec les territoires qui sont engagés dans des plans climat et notamment pour développer des procédures et des méthodes innovantes dans le cadre de projets labellisés bas carbone. Ce sont des leviers très importants d'atténuation du changement climatique. Un mot aussi sur la forêt de la Thèse-de-Buch. Si effectivement il va y avoir des acquisitions de parcelles pour arriver à mieux sécuriser la bonne gestion de cette forêt, il serait sans doute opportun également de se tourner vers le Conservatoire du littoral, qui est déjà propriétaire de plusieurs centaines d'hectares, pour voir comment on pourrait garantir une cohérence dans la gestion du massif tout entier. Donc pour finir, dans la mesure où tous ces impacts liés au dérèglement climatique ne vont pas rester ponctuels et juste des épisodes qui ne seraient plus, qui seraient des épiphénomènes qui ne rentreraient pas dans un cadre habituel, nous n'avons justement plus d'autre choix que d'agir à la hauteur de tous les enjeux. Et donc ça doit être vraiment la fin de l'inaction climatique, de la maladaptation ou de se réfugier dans une vision qui serait strictement de croire en des solutions technologiques. Donc il nous faut impérativement atténuer et lutter avec tous nos moyens contre le réchauffement climatique, notamment en investissant massivement dans la rénovation énergétique des bâtiments, les mobilités durables ou les énergies renouvelables. Et c'est un défi que nous devons relever tous ensemble. Nous devons nous mobiliser pour le plus grand nombre, pour nous, générations futures d'il y a 50 ans, qui subissons déjà le dérèglement climatique, et pour les générations qui vont suivre et vont le subir, d'autant plus fort si nous persistons dans l'inaction. Chaque mesure prise doit contribuer à réduire la précarité et à un modèle social plus juste, car nous devons viser le superflu pour sauver l'essentiel, nous devons réduire pour mieux partager, et il nous faut donc engager dans l'urgence la bifurcation écologique sur le triptyque sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Discutons, planifions, repolitisons ce qui doit être avant tout un choix de société, celui de la sobriété juste.